pris l'avion avec le négatif sous le bras. Puis je suis allé rencontrer Jodorowsky et Moebius à Paris. Et mes grands combats, ça a toujours été de défendre au sein de mon entreprise les artistes. L'animation 2D, c'est très difficile et que moi, je peux dire que j'en ai bavé. Hein, pourquoi perdre son temps à refaire cette œuvre-là qui était magistrale? Puis... Could Be Better Podcast. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Could Be Better, votre podcast dédié aux industries créatives numériques. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Blais. Donc c'est un bon ami avec qui je collabore. Pascal, c'est un peu mon mentor dans cette industrie. C'est une figure emblématique du cinéma d'animation au Québec. C'est un réalisateur, un artiste, un animateur, entrepreneur oscarisé. Et on va aborder tes 40 ans d'entrepreneuriat. Donc on va essayer de garder les questions dans l'ordre chronologique de ta carrière. Tu as fondé le studio Pascal Blais Animation, aujourd'hui Tonic Jane, pour ensuite être directeur animation chez Redefine, puis Head of Animation à MPC, où on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, tu es retourné à ton compte avec iVisionary, et aussi tu fais toujours de l'animation, donc on va parler de tout ça. On va commencer par évoquer ton parcours. Donc déjà, salut Pascal. Bonjour Maureen, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est toi qui me reçois plutôt, mais... Ouais, en fait, à ton podcast. C'est ça. Donc, si tu veux résumer ton parcours en quelques étapes clés, quels ont été les vrais tournants pour toi? Qu'est-ce qui a fait 40 ans d'entrepreneuriat? Tout ça. Ouais, en fait, les étapes clés, c'est que j'avais travaillé quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de publicité. Il y avait quelques studios. En fait, c'était le désert à Montréal. Hein. Il y avait 2 studios d'animation. Et à part ça, il y avait l'ONF. Mais des studios commerciaux, il n'y avait que ces 2 studios-là. Puis, alors j'avais roulé un peu ma bosse. Puis, il y avait un film qui s'était fait ici à Montréal qui était Heavy Metal, qui était produit à Montréal. Puis, j'avais plusieurs amis qui avaient travaillé là. Mais en même temps, ils avaient, dans ce film, plagié énormément Moebius. Sans son accord. Et moi, ça m'avait très choqué parce que j'étais un grand fan de Moebius. Et puis, alors là, j'ai décidé de faire un film, un fan-film un peu comme celui que vous avez fait. C'est un peu ça qui m'a parti en affaires parce que je voulais un peu rétablir les pendules et puis je trouvais qu'il y avait il y avait eu des effets ou des tentatives qui avaient été faites pour faire une œuvre basée sur Moebius. Puis Moebius, bon, c'est un auteur de science-fiction qui était le plus influential, comme on dit en anglais, là, du 20e siècle dans l'industrie du cinéma. Des gens comme George Lucas l'ont plagié de façon éhontée. Mais c'était un grand fan de Moebius. Des gens comme James Cameron l'ont utilisé. Il a travaillé sur des designs de Abyss. Ridley Scott, c'est un autre grand fan et il a utilisé beaucoup de ses designs dans ses films. Et dans Blade Runner, c'était énormément inspiré des bandes dessinées comme de Dan O'Bannon et Moebius, qui est de Long Tomorrow. Alors moi, j'ai décidé de faire un film sur son œuvre, qui est un film qui s'appelle L'Incal, l'œuvre de bande dessinée. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ça c'est un film, ça c'est pas une bande dessinée, là. Puis j'ai appris par la suite qu'il avait fait avec Jodorowsky cette bande dessinée-là dans le but de faire un film. Alors moi, j'ai fait un fan-film, court-métrage, puis sans autorisation, sans droit d'auteur, et puis j'ai pris l'avion avec le négatif sous le bras, puis je suis allé rencontrer Jodorowsky et Moebius à Paris, en lui disant, écoute, d'entrée de jeu, moi, si vous n'êtes pas d'accord, voici le négatif, je sais que c'est pas légal ce que j'ai fait, mais je voulais montrer à quel point il était possible de rendre votre œuvre de façon juste et intégrale. Puis j'aimerais faire un film basé sur ça. Et là, bon, immédiatement, ils ont vu le film, ils sont tombés de leur chaise et ils m'ont invité chez les Humanoïdes Associés, leur éditeur en chef. Ils m'ont donné les droits pendant 2 ans pour faire le film. Ils m'ont donné une option gratuite. Et ça, c'est rare dans l'industrie. En général, il faut que tu payes assez cher. Puis de là, je suis allé à Los Angeles et j'ai fait le tour des gros studios. Puis c'était une période très noire dans l'industrie du cinéma. C'est-à-dire, en ce moment, on passe une période très difficile, mais il y en a eu d'autres. Puis moi, quand j'ai ouvert ma compagnie,
ben avant que j'ouvre ma compagnie, j'étais dans cette aventure-là avec l'Incal. C'était une période très noire et tous les grands studios ont dit, écoutez, on va regarder votre film, mais on vous le dit d'avance, d'entrée de jeu, si c'est de l'animation, on ne touchera pas à ça. Et dans ce moment, à Los Angeles, si vous dites le mot animation, c'est comme si vous aviez la peste. Alors, personne ne va s'approcher de vous. Il y avait eu plusieurs gros flops. Disney était sur le point de fermer, être revendu par des Raiders de Wall Street. Ça n'allait pas très bien du tout. Alors, le département d'animation là-bas avait terminé. Bon, ils avaient fait un flop avec le Black Cauldron, un flop financier, mais il y avait plusieurs autres films avant ça qui ont été des flops. Puis, ils se disaient c'est le médium le problème, au lieu de se dire c'est le contenu. Et ça, c'est un problème récurrent parce que quand ils ont cessé de faire des films d'animation 2D comme La Belle et la Bête et La Petite Sirène et tous ces films-là, chez Disney, ils ont fait quelques films qui n'ont pas eu de succès, puis ils se sont dit c'est le médium qui est le problème. Et en fait, c'était pas le médium, c'était le contenu. Mais quand les grands studios majeurs prennent une décision, ben ça affecte toute l'industrie. Bon, en fait, bref, suite à ce rejet-là, de retour à Montréal, je me suis dit, il faut faire le film d'une façon ou d'une autre. Et je me suis dit, la façon de le faire, c'est faire ce que je connais le mieux, c'est de la pub. Je suis un fils de pub. Et je me suis dit, c'est une très bonne école, la pub, en passant. C'est une façon il faut être économique au niveau du timing, la durée. Tu as 30 secondes, pile poil, tu n'as pas de latitude pour raconter une histoire. C'est très court. Alors, je me suis dit, je vais faire de la pub pour financer mes projets. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure de fonder mon studio à 23 ans. Bon, j'avais 21 ans, 22 ans quand j'ai fait le film Lincal, alors c'était très jeune. Et j'ai embarqué plein d'amis avec moi dans cette aventure-là. J'ai été chercher des gens qui avaient travaillé chez Heavy Metal. Et tous les gens ont travaillé par passion pendant presque 3 mois pour faire un film. Il y avait une grosse équipe. Oh, c'est pas si long, 3 mois. C'est pas si long, mais on était beaucoup. Ouais. Alors, ça, c'est une des grandes étapes. Tu m'as dit des grandes étapes, c'est ça? Ouais. Je parle beaucoup. J'ai même pas ouvert mon studio, puis j'ai raconté ma vie. Mais les grandes étapes, c'était ça. Bon, après ça, il y a eu beaucoup de pubs pendant plusieurs années. Il y a eu quelques campagnes qui ont été des campagnes marquantes. Mais quand on commence dans le milieu, quand on part en studio, on fait beaucoup de petits projets pas très inspirants, des logos animés, des signatures et tout. Alors qu'on sait très bien qu'on peut faire beaucoup plus. Mais il faut faire ses preuves, il faut se faire connaître et puis il y a beaucoup de travail à faire de reconnaissance, je dirais, du terrain, puis d'être reconnu aussi. Mais un des grands tournants qu'on a eu, c'est très tôt dans ma carrière, j'avais une agence de publicité qui s'appelait Palm. Et il y a des chiens dans la maison parce que on est tous des amoureux de chiens. Et alors, il y avait Yvon Paquette et Paulette Arsenault, qui étaient deux créateurs qui avaient leur petite agence et puis qui croyaient beaucoup dans mon talent. Puis ils avaient la campagne de Coca-Cola à faire. Et puis leur concept, c'était d'animer Obélix, en fait, avec des vedettes de l'époque qui étaient Céline Dion, des joueurs de hockey, plusieurs grosses pointures. Puis ça, c'était mon premier gros break, je dirais. Ah, donc c'était live et animation. Live et animation. Ouais, et puis à la Roger Rabbit. Et Roger Rabbit venait de sortir à ce moment-là. Et c'est depuis la folie qui était autour de l'animation. L'animation a repris énormément. Puis là, bon, d'abord, Uderzo n'a pas voulu. Il voulait absolument que ce soit son studio de Paris qui fasse le projet, mais ils ont vraiment vendu la chose pour que ce soit moi qui le fasse. Et bon, j'ai fait, sous la condition, il a accepté sous la condition que tous les dessins seraient envoyés à Paris pour son approbation. Et ça m'est revenu avec 2-3 petites corrections pour des oreilles sur Obélix. Et puis, bon, la suite, c'était un grand succès. Ça a été une campagne qui a joué pendant plusieurs années, donc il y a eu plusieurs commerciaux. Et puis vers la fin, le studio de Uderzo a commencé à m'envoyer des projets. Et Uderzo nous avait dit qu'il nous respectait plus que son propre studio de graphiste à Paris. Alors, c'était un grand honneur. On a fait quelques campagnes comme ça. Et puis, ça, bon, c'était un grand pack. Puis par la suite, ben, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu
il y a eu Mini Wheat, qui était une grosse campagne qui a roulé énormément et sur laquelle on a designé le personnage qu'on voit sur les boîtes. Et d'ailleurs, à cet effet-là, on a commencé à être un peu plus impliqué au niveau du branding des produits parce que j'étais souvent sur des plateaux de tournage avec des clients parce que c'était souvent live et animation. Puis à un moment donné, je disais à un client, je dis, écoutez, c'était sur un commercial pour la petite abeille de Cheerios. Et le design sur la boîte de Cheerios était horrible. C'était dessiné par... C'est les agences qui font les designs des mascottes de base? Ouais, ben peut-être que c'était la nièce du directeur du marketing chez le client, je ne sais pas, mais c'était très, très, très simpliste et mal dessiné, en fait. Puis là, je leur ai dit, écoutez, vous utilisez parmi les meilleurs studios au monde. Il y avait des campagnes qui étaient faites à Londres, aux États-Unis et tout. Vous avez les meilleurs dessinateurs. Puis votre outil qui est le plus vendeur, c'est la boîte de céréales avec laquelle les enfants sont assis le matin et ils la regardent pendant une demi-heure, pas 30 secondes, une demi-heure. Et puis, ils ont le temps de voir ce dessin-là. Alors je leur ai dit, pourquoi vous ne passez pas un peu plus de temps à faire un beau dessin qui va être vu? C'est votre publicité la plus payante et la moins dispendieuse. Puis il a pris il dit, OK, je te prends sur le mot, tu vas redesigner notre boîte. Et puis, notre personnage. Et puis, jusqu'à tout récemment, c'était notre personnage qui était sur la boîte de Cheerios. Ils l'ont mis en 3D ou ils l'ont changé? Ils l'ont mis en 3D, c'est ça. Mais c'était là pendant presque 20 ans. Le même dessin, je me suis dit, on peut en faire un deuxième, si vous voulez. Bon, mais c'est ça. OK. Et donc, en fait, fan film de Mobius, ensuite, beaucoup de campagnes de publicité. Est-ce qu'il y a un moment où tu es passé vers de la série ou des plus gros projets? Oui, bien là, c'est sûr qu'à un moment donné, le rêve, en fait, quand j'avais ouvert mon studio, c'était de faire des films et non pas de faire de la pub toute ma vie. J'ai toujours aimé faire de la pub. Pour moi, c'était comme une école, puis on ne peut pas rester sur les bancs d'école toute notre vie. Là. Mm-hmm. Et là, j'ai été chercher deux auteurs assez... en fait, il y a un premier auteur qui était inconnu. J'étais au Festival d'Annecy. Puis, j'ai une assistante animatrice qui était française, qui était là-bas à ce moment-là, qui m'a présenté. Elle a dit, il faut que tu rencontres ce type. Il s'appelle Sylvain Chaumet. Il a énormément de talent et tout. Puis là, lui, il avait de la difficulté à percer en Europe. Puis, il m'a dit, écoute, je veux venir à ton studio, Pascal. Ici, il n'y a rien qui se passe pour moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avenir en France, il n'y a pas de possibilité de faire des projets et tout. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie et puis il n'y a rien qui se passe. Puis j'ai dit, ben ouais, mais nous, on ne fait pas ça des films, on fait de la pub. Alors si tu viens, ça va être pour faire de la pub. Là. Alors il est venu, mais il y avait son projet qu'il m'avait présenté à ce moment-là, La vieille dame et les pigeons. Mm-hmm. Bon, je ne lui ai rien promis à ce niveau-là, mais je pense que c'est 6 mois après qu'il soit arrivé à Montréal, on avait réussi à monter le financement pour le court-métrage. Puis on a porté un studio séparé du nôtre qui s'appelait Django Productions. Okay. Alors on a incorporé ce studio-là, puis on a mis une partie de notre équipe là-bas et on a engagé d'autres gens, puis on a fait La vieille dame et les pigeons. Et puis ça a été un très beau parcours. On s'est retrouvés, on a gagné le BAFTA à Londres, le César, puis de là, on est allé aux Oscars. C'était en nomination aux Oscars. Le film n'a pas remporté l'Oscar, mais on a remporté des grands prix un peu partout à travers le monde. Donc, dont le premier grand prix français, c'est-à-dire à Annecy, on a gagné le grand prix du Festival d'Annecy. Et c'était la première fois qu'un film français gagnait le grand prix depuis l'histoire d'Annecy. Ouais, en France. En France, oui. Alors, c'était très bien, un très bel événement. Puis, suite à ça, bon, écoutez, il y a eu... j'ai une de mes belles-sœurs qui fait du film d'animation, qui s'appelle Martine Chartrand. Elle faisait un film à l'ONF à l'époque, en peinture à l'huile sur verre. Mm-hmm. Puis, un film qui s'appelle Âme noire. Puis, avant de faire le film, elle s'est dit, je vais apprendre avec le maître mondial, qui est le meilleur au monde, qui faisait la peinture à l'huile sur verre, c'est Alexandre Petrov en Russie. Mm-hmm. Alors, elle s'est mise en tête d'aller là-bas. Moi, je disais, bon, c'est ambitieux, là, ça va être difficile de le... Moi, j'imaginais que j'avais vu son film
2 de ses films, et puis je me suis dit, ça doit être quelqu'un d'inapprochable. Mais elle est allée étudier avec lui, puis elle l'a réinvité à Montréal. Il est venu à Montréal. Après ça, puis il y avait un projet qui s'appelait Le vieil homme et la mer. Et encore là, je ne pensais pas. On était en train de terminer La vieille dame et les pigeons. Je ne pensais pas être en mesure de monter le financement pour ce film-là. Alors, je l'ai plutôt invité à aller voir certaines personnes que je connaissais dans l'industrie, à Radio-Canada, l'ONF et tout. Mhm. Puis, parce que on venait de finir un court-métrage, on finissait en fait un court-métrage, mais je me disais, les débouchés commerciaux de ça, c'est pas énorme. Les courts-métrages, c'est pas comme un long-métrage. Puis lui aussi, c'était un court-métrage. Ça, je voyais pas trop. Je voulais que son film se fasse, je voulais l'aider, mais je savais pas comment le faire. Finalement, longue histoire courte, on a fait le film. On a gagné l'Oscar cette fois-là. Et puis le film, le débouché qu'on a trouvé, la façon de le faire pour le rendre rentable, c'était de le faire en format IMAX. Parce que là, il y avait encore des courts-métrages à cette époque-là qui se faisaient. Puis c'est un format, c'est comme on s'est dit ça va vraiment être une œuvre à la hauteur du format, parce que ça va être comme regarder la chapelle Sistine en mouvement. Et puis, on a rencontré des... Alors, à un moment donné, quand il avait fait le tour de toutes les rencontres, ça ne donnait pas les résultats qu'il voulait. Je lui ai dit, écoute, on peut toujours s'essayer si tu veux. Je ne promets rien, on va essayer. Et il m'a dit, oui, c'est ce que je veux, Pascal. C'est avec ça que je veux faire de film. Puis là, ben, des fois, il y a les astres qui s'enlignent. Puis tous les astres se sont alignés. Dans la même semaine, on avait une délégation japonaise qui était à Montréal. Il y avait des gens de Imagica, NHK, puis Densu. Puis on a monté le financement avec ces partenaires-là très rapidement. Puis on a fait le film en IMAX. Et c'était le premier film d'animation en IMAX, en fait, à l'époque. D'accord. Ouais. C'est pas un format hyper utilisé encore aujourd'hui. Il y a Non, c'est ça. plus, mais Ouais. ça a du mal à se démocratiser. Oui, à l'époque, IMAX connaissait une très grande croissance. C'était une époque où il commençait à implanter des théâtres de plus en plus un peu partout. Puis il y en a plusieurs, il y en avait 2 à Montréal qui se sont implantés et qui ont fermé par la suite, mais ils étaient très agressifs. Ils voulaient ouvrir des théâtres un peu partout à travers la planète. Puis du coup, on voit que tu as quand même géré le début de l'ouverture de plusieurs branches, de plusieurs corporations. Aujourd'hui, tu es plus gestionnaire d'entreprise ou artiste? Artiste. T'es J'ai artiste? toujours été artiste, mais gestionnaire par la force des choses. Puis je pense que c'est pas par plaisir que je suis gestionnaire, mais c'est par nécessité. Puis Ok. je pense que les meilleurs gestionnaires, ce sont ceux qui ont œuvré dans le domaine, puis qui connaissent réellement de ce dont ils parlent, puis sont en mesure de vraiment évaluer le travail de façon... Et puis qui comprennent la position de l'artiste. Puis un de mes grands combats, ça a toujours été de défendre au sein de mon entreprise les artistes, en étant un moi-même. Puis un de mes grandes forces a toujours été de faire du training avec les artistes, et puis les entourer, d'essayer toujours pousser pour l'excellence. Et aussi au niveau des institutions, je dirais, universitaires, collégiales et tout, on donnait des bourses aux étudiants. On a parti cette chose, cette tradition de donner des bourses aux finissants du Cégep du Vieux-Montréal, entre autres, puis à d'autres endroits aussi. Mais, ouais, c'est ça. Artiste. Artiste. Ok. Et en pub, il y a beaucoup de projets, même nous à Ecoplit, on peut le voir, que des fois on demande des choses où il faut dire non. À quel moment tu sais que tu dois dire non, même si l'opportunité est vraiment intéressante? Ben écoute, c'est très difficile de dire non quand on a une entreprise. C'est nous qui payons les factures, les loyers, les employés et tout. Il y a des charges financières énormes. Puis il faut garder son équipe. On ne veut pas perdre les gens et tout. Alors on a tendance à vouloir dire oui à tout, toujours. Mais certaines fois, il faut dire non. Les quelques rares fois où j'ai dit non, ça a été plus payant que si j'avais dit oui. Est-ce que c'est une question de budget, de délai, ça peut être énormément de questions différentes. Par exemple, j'avais un client qui avait une campagne qui devait être finie pour le 30 janvier. Bon. Puis on avait été approché au mois de
de septembre. J'avais dit on avait besoin de 3 mois pour faire le travail. Puis, on arrive le 24 décembre à midi, puis il m'appelle tout excité. Il dit on a un go. Finalement, la campagne, c'est une belle campagne. Ça part, on va pouvoir faire le projet et tout. C'était à la Roger Rabbit, live et animation, pour un commercial pour une banque, pour Desjardins, en fait. Puis, puis je dis, ah, mais c'est une excellente nouvelle avant Noël, ça. Il dit oui. Et puis je dis, votre livraison s'est repoussée à quand? Il dit, ah non, non, la livraison, ça reste la même date. Ben, j'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, on peut pas. On vous avait demandé 3 mois. Là, vous êtes à 1 mois, puis là, on tombe dans les vacances de Noël. J'ai dit, on ne peut pas le faire. Puis, sur quoi il m'a répondu, t'as pas le choix et tu dois le faire. J'ai dit, c'est ton problème, il faut que tu le fasses. J'ai dit, non, c'est pas mon problème, c'est ton problème d'abord et avant tout. Je me suis engagé à rien. Puis on me revient 3 mois plus tard, ça prend le temps pour faire les choses comme il faut. Puis, en fait, je lui ai donné les coordonnées de tous mes compétiteurs. J'ai dit, va voir si un autre va le faire, mais moi, je ne peux pas le faire dans ces délais-là. OK. Puis il m'est revenu entre Noël et le jour de l'an, puis c'était... Écoute, tout le monde a dit non, il faut que absolument tu le fasses, quelles que soient les conditions. Ah ben là, c'était plus intéressant à ce moment-là. Est-ce qu'au final, tu l'as fait? J'ai fini par le faire, oui. Et tu as rendu 3 mois après? Non, on a fait des miracles. On a fait des miracles, mais c'était financièrement beaucoup plus avantageux, je dirais, que OK, dans le contexte. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres fois où il y avait carrément des projets, soit qui étaient toxiques. Des fois, il y a des réalisateurs qui peuvent être très toxiques, tu ne veux pas travailler avec, et puis ou d'autres qui, par expérience, par le passé, coûtaient plus cher que ce qu'ils rapportaient. Puis j'ai des exemples à l'appui, mais je n'irai pas dans le détail, mais il y a des cas où j'ai dit un non absolu parce que je savais très bien que dans les 3-4 mois que ça prendrait à faire le projet, au lieu de perdre l'argent, j'aurais l'occasion de rentrer un autre projet. Là. Mais aussi, ça fait en sorte que tu sois... À un moment donné, les gens te respectent moins quand tu es toujours en train de dire oui. Puis alors quand tu dis non, tu as des conditions. Les gens voient qu'on ne peut pas non plus abuser il y a un processus qui est complexe, puis il faut expliquer, éduquer les clients constamment. Hein. C'est la réalité du métier dans lequel on a choisi. Là. C'est sûr. Puis, donc, 40 ans de carrière, donc on s'est rencontrés à MPC. Et aujourd'hui, tu t'es relancé à ton compte. Bon, ça fait 2 ans maintenant. Après des passages dans des quand même gros studios avec des grosses équipes d'animation. Pour toi, c'est quoi la différence majeure entre se lancer il y a 40 ans ou aujourd'hui? Parce que tu as un petit peu un retour d'expérience sur les deux. La différence de se partir en entreprise il y a 40 ans aujourd'hui. Maintenant ou aujourd'hui, c'est quoi la grosse différence? En plus, tu disais qu'on était dans des périodes noires au moment où tu t'es lancé et aujourd'hui, c'est pas non plus la joie. Non, c'est pas la joie. On a connu une période de prospérité immense dans les derniers 20 ans, je dirais. Surtout dans les derniers 10 ans, il y a une augmentation. Je ne vais pas résumer l'histoire de l'animation puis de l'industrie parce que c'est une industrie qui est toujours en... C'est comme des montagnes russes. Il s'en passe des choses. Ouais, et puis une des choses principales qu'il faut savoir faire, c'est s'adapter. Puis rester flexible à travers toutes les épreuves. Puis les épreuves, il y en a. Puis c'est ceux qui sont capables de s'adapter qui vont passer au travers. Puis une des preuves de ça, c'est que mon ancien studio existe encore aujourd'hui. Puis je l'ai vendu, moi, en 2017, mais il est encore actif aujourd'hui. Puis durant la durée où j'étais là, il y a plusieurs très gros studios qui ont ouvert puis qui ont fermé. Mais des studios qui ont monté en flèche et puis qui se sont fracassés la gueule complètement, des très grosses compagnies. Mais nous, à travers tous les vents et tempêtes, on a réussi à persévérer. Tout ça pour dire que j'en suis au point, j'en oublie le sens de ta question. C'était quoi la différence entre se lancer okay. en termes d'entrepreneuriat et de business? C'est très différent aujourd'hui. On est dans un contexte probablement très étrange parce que d'un point, un cas particulier, je vais parler de la technologie là, qui est plus abordable, mais c'est sûr que toute l'industrie, à tous les niveaux, il y a beaucoup de confusion, je dirais, du niveau des clients qui ne comprennent pas le IA, entre autres. Là, et tout ça, ça fait en sorte ça fait une baisse dans la valeur des projets qui sont offerts ou qui existent.
Et puis je pense que le contenu gratuit aussi sur Internet, les gens se rendent pas compte de la valeur de l'animation des VFX parce qu'il y a beaucoup de choses gratuites de plus en plus. Oui, c'est ça. Mais, mais seulement pour donner un exemple, c'est au niveau de la technologie, euh, un gig de, comment on appelle ça pour mettre en réserve, mais de storage. Un gig de Mhm, storage, en 1992, ça coûtait 7 000 $ pour un gig de storage. mhm. Puis aujourd'hui, ça coûte 3 sous pour un gig de storage. Alors, les gens, on parle tous que la vie coûte de plus en plus cher. Oui, la, la vie est de plus en plus chère. Le coût de la vie, la récession et tout augmente. Le coût des loyers, le coût de la nourriture, tout est. C'est très difficile pour les gens, pour les ménages. Mais parallèlement, la technologie est devenue de plus en plus accessible, jusqu'à temps qu'elle vienne au point où elle coûte pratiquement rien. Tu avais un Flame qui a été inventé ici à Montréal, une compagnie qui s'appelle Discrete Logic, qui se vendait à l'époque 620 000 $ canadiens. Ouais, ça coûte une fortune. C'est Nathalie, dans un autre podcast, disait qu'elle faisait des rondes de nuit parce que quand il louait la machine, c'était tellement cher qu'il fallait la faire tourner la nuit sur 24 heures. Pour donner les prix C'est exacts, ça. c'est 620 000 $ que ça coûtait d'acheter la licence. Et c'est un contrat de maintenance de 250 000 $ par année. Et l'appareil qui faisait rouler ce logiciel-là, c'était un Cray. Le Cray est un ordinateur qui était un peu plus large que la table qui est ici, environ un peu plus haut que la table qui est là. Ça prenait une pièce entière réfrigérée. Et le Cray coûtait 5 millions de dollars. Alors, les maisons de post-production devaient investir 5 millions de dollars pour l'achat d'un Cray et la licence d'1 million environ avec la maintenance et tout par année. Je ne sais pas si c'est par année ou c'était un achat. Je pense que c'était plutôt un achat à l'époque. C'était pas une location comme aujourd'hui. Alors, imaginez le coût de location était énorme. Le coût pour la rentabilisation d'un appareil comme ça, c'était énorme. Aujourd'hui, acheter un Flame, c'est peut-être une licence, c'est peut-être 6 000 $ 7 000 $ par année. C'est déjà ça fait partie, Flame, des licences onéreuses aussi. Oui, c'est onéreuse, mais on ne parle pas de 5 millions ou 6 Non, millions. Là. non, c'est sûr. Alors, c'est une chute radicale. Donc c'est Alors, plus simple aujourd'hui, tu penses, de se lancer en business? ben, c'est-à-dire que maintenant, il y a moyen, de plus en plus. Ben, attends, paradoxalement, c'est que l'industrie, les VFX, puis les films en général, sont devenus tellement chers, tellement inaccessibles. On parle des fois d'un demi-milliard de dollars pour faire un long métrage. Il faut qu'ils s'assurent à Los Angeles que le film va être rentable. Alors, ce que ça fait, c'est un paradoxe dans lequel on vit qui n'a jamais été connu. Par exemple, des films, des chefs-d'œuvre comme Le Parrain, ça a été fait pour 2,5 millions de dollars. Ça, c'était le film Le Parrain, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et là, tu as des films qui sont des fois des navets qui coûtent un 350 millions de dollars ou 500 millions de dollars. Des films qui ne sont pas nécessairement intéressants. Et ça fait souvent de la répétition. On voit des films qui sont toujours les mêmes, c'est des séries, puis on répète et on répète. Alors, ça fait que les gens à Los Angeles prennent zéro risque dans du nouveau contenu, des nouvelles choses. Et ça fait aussi que ça bloque énormément l'entrée des artistes. Moi, j'ai connu énormément de difficultés parce que j'ai développé plusieurs projets au cours des années au sein de mon entreprise, parce que mon but, c'était de faire des films. Et puis, l'entrée pour un auteur, elle est extrêmement restrictive. Ironiquement, aujourd'hui, grâce à l'IA, certains auteurs peuvent arriver à faire des films sans être obligés d'aller chercher du financement. Courir après du financement, là, c'est énormément de travail. Parce que le film, ce qu'on fait, là, faire des films, c'est énormément de travail. Ça prend une énergie sans borne. Mais si avoir le droit de faire ce travail-là, il faut travailler pendant des années d'arrache-pied, d'investir pour avoir le droit d'avoir l'autorisation de faire son film. C'est très difficile. Moi, j'ai des gens j'ai entre autres un exemple, Roxane Ducharme, qui était assistante animatrice à mon studio. Je travaillais avec elle pendant 20-25 ans. Elle, le IA, pour elle, ça lui a donné l'occasion de faire des films. Elle avait une imagination complètement débridée. Elle n'aurait jamais pu faire des films de façon en tant qu'auteur, mais là, elle a fait des films qui sont
en fait, c'est la femme la plus primée sur la planète à l'heure actuelle où on se parle. Elle a des films qui gagnent presque tous les mois sur des festivals internationaux. Puis souvent, c'est même pas des films, des festivals de IA, c'est des festivals de films conventionnels. Ce qui fait en sorte que ça allège la difficulté pour bien des gens qui veulent avoir l'opportunité de faire quelque chose et pas être simplement une main parmi 1000 autres personnes dans l'ombre qui travaillent à l'ombre. Alors, c'est sûr que l'IA a une très mauvaise presse en ce moment, puis une très mauvaise perception, mais en même temps, elle a aussi, elle donne l'occasion à des gens de se démarquer puis s'en sortir. Donc du coup, aujourd'hui, plus simple avec de la nouvelle technologie, mais ça fait aussi du coup plus de compétition aussi. Plus il y a d'accès, plus il y a de tutos, plus on peut apprendre gratuitement, plus il y a de gens qui le font. Mais d'abord, oui, tout à fait. Mais d'abord, pour revenir sur l'IA, il y a une fausse perception en ce moment que les gens disent que l'IA, c'est très facile. Puis c'est très. Donc, c'est comme si ça n'avait aucune valeur. Puis il y a beaucoup de gens qui font, on dirait, du sabotage sur LinkedIn qui disent il y en a un type, par exemple, il dit j'avais l'habitude de faire ces campagnes-là pour 500 000 Maintenant, je peux le faire pour 500 Non, c'est pas vrai. Non, oui, je te jure. Moi, sur LinkedIn, je vois beaucoup de posts qui disent regardez cette pub faite en IA, ça a pris tant de prompts, tant de temps, et ça met vraiment un coût. Parce qu'on voit que c'est genre 70 000 prompts pour réussir à avoir la pub Coca-Cola, par exemple. Donc, ils essayent quand même de montrer que ça prend du temps de générer des images correctes. Non, oui, à l'occasion. Oui, à l'occasion. À l'occasion, on voit ça, mais c'est rare. Mais il y a beaucoup de gens qui disent j'ai fait ça, puis ça a été fait instantanément. Tous les gens que je connais en IA disent que c'est pas vrai. C'est énormément de travail. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Et alors, les gens, ils s'imaginent, on dirait qu'il y a une espèce de sabotage qui a lieu dans l'industrie qui disent que l'IA ne vaut rien. Donc, en 2 mots, on s'attend à ce que. Parce que moi, je me fais souvent approcher pour des projets, puis on me dit j'ai une bande-annonce pour un film qu'on voudrait faire et tout, puis pour un long-métrage. Alors, imagine quand on n'a aucune conception qui existe, tout reste à créer. Ça a une valeur, puis c'est très cher faire ça. Puis c'est beaucoup de travail de recherche, de développement et de trouver tout ça. Et après, il faut l'animer, puis il faut faire le montage de musique. Ils disent on a un budget de 6 000 Ben, je lui dis, je pars à rire, c'est impossible. Puis il dit oui, mais tel studio dit qu'ils peuvent le faire. Ben, c'est faux. Puis dans l'industrie, il y a en ce moment, comme je disais, il y a beaucoup de fausses perceptions comme quoi ça vaut pas cher. Puis ce que ça a fait comme impact par la suite, c'est que ça a fait un impact sur toute l'industrie. Pas seulement sur le IA, mais ça fait en sorte que les gens s'attendent à payer moins cher pour de l'animation traditionnelle. Comme par exemple, il y a des choses que vous faites chez Uplight qui se vendraient à des prix faramineux il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, les gens s'attendent à l'avoir pour une fraction du prix et une fraction du temps. Puis c'est complètement faux. Tu sais, puis pour moi, il y a beaucoup de. Tu sais, c'est un autre métier pour moi, le IA. C'est un autre médium. Ça ne va pas remplacer la façon traditionnelle de fonctionner. Puis les gens ont tous peur que ça va remplacer. Mais pour ça, il faut revenir au début du siècle, puis même avant, quand il y a eu l'invention de la radio. Tout le monde avait peur que ça remplace le théâtre. Ça va tuer le théâtre. Puis tout le monde, ça n'existait pas la radio. Alors les gens allaient au théâtre et tout. Puis c'était ça serait à la fin du théâtre. Et puis après ça, il y a eu le cinéma qui était apparu. Puis quand le cinéma est apparu, ils se sont dit, bon, ça va être la fin du théâtre et de la radio. Et la radio, il n'y aurait plus de radio. Et puis après ça, le pire est arrivé quand la télévision a été inventée dans les années 50. Là, ça a été la débandade à Hollywood. Tous les gros major studios se sont tous réunis et se sont dit il faut faire un boycott total de la télévision. Ça va tuer l'industrie du cinéma. Il n'y aurait plus de cinéma. Alors, on fait une entente. Personne ne donne aucun contenu à la télévision. Puis après ça, c'est l'avenue de l'ordinateur. L'avenue de l'ordinateur, beaucoup de peur est arrivée autour de ça. Ça va tuer les médias traditionnels. Mais tous ces avenues de nouvelles technologies ont créé beaucoup plus d'emplois qu'ils en ont tué, en réalité.
ça a créé énormément d'emplois. L'ordinateur, on ne peut pas dire que ça a tué des emplois. Hein, je veux dire. Des compagnies de VFX, on parle de milliers d'emplois à travers la planète, des compagnies, c'est énorme. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de cette peur-là qui existe, mais je ne pense pas que c'est rien qui va remplacer l'autre. Tu viens de l'animation traditionnelle 2D, aujourd'hui tu fais de l'IA, mais c'est un complément, c'est quelque chose que tu ajoutes à tes services et à ton pipeline. Oui, c'est pour être en mesure de produire plus aisément ce que je veux, mes idées. Alors, il y a plusieurs choses que je vais pouvoir développer à fond avec lesquelles je n'aurais pas eu la possibilité. Un des exemples pour ça, c'est sur les marchés de films, quand tu vas dans les marchés comme Cannes, les marchés de cinéma et tout, les gens arrivent avec un script puis ils disent on cherche du financement pour ça et tout. C'est très difficile. Ça demande beaucoup d'imagination pour la part des acheteurs et de quoi avoir l'air de film. Et souvent, ils se disent, des fois, les studios investissent beaucoup d'argent dans un trailer, un démo. Mais tu sais, un trailer de film, là, c'est un montage qu'on fait une fois que le film est terminé. Tout le travail de conception, de création, de réalisation a été fait. Et là, on fait un assemblage. Mais quand tu fais un trailer, avant que le film soit fait, tout reste à faire et il y a beaucoup de travail à faire qui est très onéreux. Et comme on sait qu'il y a très peu de films qui réussissent à voir le jour dans les projets qui sont vendus dans ces marchés-là, pour faire un bon trailer, ça peut être des centaines de milliers de dollars d'investissement qui risquent de se retrouver à la poubelle. Alors que faire un trailer en IA n'est pas nécessairement le look final qu'aura le film, mais ça peut donner une facture vraiment une saveur de vers quoi on tend, et puis aider les acheteurs à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ça fait un outil de pré-prod. C'est un outil de pré-prod et de vente énorme pour moi. Comment c'est perçu par les clients tu as eu une marque assez traditionnelle pendant des années, tu es revenu les voir avec iVisionary. Comment ils ont accueilli ça, les clients, notamment en publicité? Ben, de façon tout à fait ils ont trouvé ça tout à fait logique et c'est dans la force ou la nature des choses. Moi, j'ai toujours été un innovateur dans mon studio. J'avais fait beaucoup d'innovations. À l'époque, j'avais une compagnie qui était la première compagnie d'effets visuels à Montréal, mais en film. Alors, on avait des imprimantes optiques, on avait des caméras une caméra motion control, des bancs de titres et tout, un laboratoire. Et on était toujours en train de pousser l'enveloppe, faire des nouvelles choses et tout. Et bon, on touchait à toutes les techniques et les technologies qui existaient. Mais il faut savoir aussi que l'animation 2D, c'est très difficile et que moi, je peux dire que j'en ai bavé. Hein, des nuits de temps à bosser, à dessiner et tout. Et j'adore le dessin. Je ne veux jamais m'écarter du dessin, m'éloigner de ça. Mais l'IA, des fois, te permet de faire des choses et accélérer, puis de faire des choses de façon beaucoup plus facilement que de faire de façon traditionnelle. Je viens de faire un travail qui m'a pris un mois, et en temps normal, ça m'aurait pris 10 à 12 mois de faire. Et ça me redonne une qualité de vie en fin de compte. Là. Ça réduit les coûts quand même, notamment un peu humains, je pense. Ça accélère le processus. Il y a quand même beaucoup d'éducation à faire aux clients, je pense, avec l'IA. Mais c'est comme dans tous les médiums, dès que le client ne connaît pas le médium, il faut faire de l'éducation. Les gens font beaucoup... du côté client, les gens ont beaucoup de suppositions. Ils se disent, ah oui, on peut faire ça, ou on peut pas faire ça. Puis souvent, c'est complètement sur des bases erronées. Alors, des fois, on nous approche sur des choses, sur des projets, puis on leur dit, je sais pourquoi vous venez nous voir. C'est parce que le client veut qu'on le fasse en IA. Je dis ça devrait être fait en live. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire en IA. S'il y a des choses... Alors, je me suis mis à faire des webinaires pour éduquer les clients, pour expliquer qu'est-ce qui marche bien en IA, puis qu'est-ce qui ne marche pas bien en IA. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire de façon traditionnelle versus qu'est-ce qu'on peut faire en IA qui est... Il y a des choses qui sont très, très simples, comme par exemple un commercial dans lequel il y a deux personnes qui parlent comme ça, avec la caméra A, caméra B, puis des montages comme ça. C'est beaucoup plus simple de faire ça en live que de le faire en IA pour la continuité, puis
les raccords et tout. Puis un langage cinématographique dans une séquence de ce qu'on appelle de dialogue, là, un two-shot ou un three-shot, là, avec 2 ou 3 personnes qui se parlent. Mais, mais par contre, si tu fais un commercial dans lequel tu dois voyager sur la Lune ou aller en Thaïlande ou voyager à travers le monde dans des endroits incroyables avec des heures spécifiques, il y a un commercial qui est incroyable à cet effet-là, là, qui aurait coûté... Tu parles pas, c'est la pub de Dubaï? non, c'est une Non? pub de la Thaïlande, en fait. Ok. Et puis, c'est... moi, je me souviens plus du nom du commercial, mais en fait, ça aurait pris une équipe pendant 6 mois, aussi des VFX et tout. Puis, des gens qui sont là à attendre pendant des heures, l'heure magique exacte où le soleil tombe, il faut pas qu'il y ait de la pluie, il faut pas qu'il y ait ci, il faut pas qu'il y ait ça, pas qu'il y ait de nuages et tout. Et puis là, tu filmes ce plan-là. Puis là, tu arrives au prochain plan. Mhm. Et bien, l'AIA, dans ce contexte-là, est incroyable parce que ça t'évite d'être obligé d'avoir des équipes de tournage qui sont polluer la planète avec des vols d'avion et tout. Puis, Mais tu peux le faire aussi avec une virtual production comme à Mel's, tu sais, avec les murs derrière, je pense. oui, aussi, ça, là, c'est sûr que les murs virtuels, c'est un outil intéressant pour l'IA parce que tu peux créer le contenu et en pré-production, puis après ça, tu le projettes sur l'écran virtuel Mhm. à l'arrière, puis tu as les acteurs réels qui se retrouvent là. C'est une autre utilisation intéressante. Donc en fait, est-ce que quand tu vas voir un client, il te propose son pitch, son concept, est-ce que tu lui dis tout de suite ce qui est faisable, comment, que ce soit IA, animation 2D, comment ça se passe, les étapes de validation pour que ce soit clair, ou Oui. tu attends qu'il te pose des questions? Non, non, ben, c'est sûr que ben, avant même qu'on soit dans l'étape pitch, il y a des conversations, puis à ce moment-là, tu dis, écoute, je pose des questions ou je donne de l'information Mhm. pour expliquer, pour orienter, là, parce que des fois, c'est pas la bonne solution. Et puis, des fois, je me pose la question pourquoi c'est la solution qu'ils ont envisagée. Ouais. Ouais, je comprends. Ok. Et lors de la première année de ton studio, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil? Oh, plusieurs conseils. Écoute, à ce niveau-là, euh, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Mais les conseils, j'en ai eu quelques-uns, mais on peut, c'est très dur d'avoir des conseils qui vont être probablement, quand tu as 23 ans, tu n'es pas intéressé à avoir des conseils. Hein. Tu as l'impression que tu sais tout et puis Oh tu vas de bah, l'avant et tout. moi j'écoute tes conseils quand même. Moi j'ai Ouais, un peu plus que 23 ans aussi, mais ouais, ben ça vient avec la sagesse. Je pense que tu dois être une vieille âme. ouais, c'est ça. Il y a souvent. Moi, ben, premièrement, j'ai été quelqu'un de très drivé. Tu sais, Mhm, je savais à l'âge de 12 13 ans que j'allais avoir mon studio d'animation. Et puis, j'ai toujours su que je voulais faire d'animation. Puis, j'ai toujours animé depuis longtemps. En fait, avant, je voulais faire avant 13 ans, je voulais faire de la bande dessinée. Puis après ça, à partir de 13 ans, j'ai compris que les films quand j'ai vu Pinocchio, là, ça m'a complètement jeté à terre. Puis, pour moi, Pinocchio, ça ne faisait que exister. C'était là. mhm, Je pensais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Puis quand j'ai compris qu'il y a des gens qui faisaient ça, j'ai réalisé que c'était le plus beau métier du monde parce que c'est un métier qui regroupe le dessin, que j'aime énormément, la bande dessinée, l'illustration, qui regroupe le cinéma, le théâtre, qui regroupe la musique. En fait, toutes les formes d'art se retrouvent intégrées dans ce médium-là. Puis pour moi, c'était la plus grande magie qui puisse exister parce que tu donnes vie. Tu sais, c'est réellement à partir d'une feuille de papier, tu crées la vie. Et pour moi, c'était le plus beau métier du monde. Les conseils, ben, il y a plusieurs que j'ai eu, que j'ai pas écouté nécessairement, mais la question, c'est une question d'écoute. Mais euh, tu sais, je pense que dans mon cas, j'aurais eu plus de succès si j'avais pris mes pénates, comme on dit, là, puis j'aurais je sais déménagé. pas ce que ça veut dire. Les pénates? Bon, pris mes Tes valises, bagages, tes mes bagages. valises, mes, mes valises, et puis j'aurais déménagé à Los Angeles. J'étais très attiré
à aller travailler là-bas, sauf que le contexte n'était pas bon. Mm. Tu vois que suite à ma tournée à Los Angeles, on me disait que l'animation, c'était mort. Alors, je m'étais mis en tête que j'allais redonner euh, une nouvelle vie à l'animation de Montréal, mais vraiment, les opportunités sont à Los Angeles. Et puis, je pense que, tu sais, il est arrivé une chose intéressante dans l'histoire du cinéma d'animation, c'est que Walt Disney a fait faillite lorsqu'il était à Kansas City. Il avait parti son studio d'animation, Laugh-O-Grams, puis bon, ça a marché un certain temps, puis il a fait faillite. Puis là, avec 20 $ en poche, il a décidé d'aller voir son oncle qui habitait à Los Angeles, puis essayer de rouler sa bosse là-bas, puis il a pris le train, puis il est rendu à Los Angeles, puis il est reparti à zéro. Mais il y a bien des spéculations qui se sont dit qu'est-ce serait arrivé à Walt Disney s'il était resté à Kansas City. Est-ce qu'il y aurait eu le succès qu'on connaît aujourd'hui? Moi, je peux te dire que ça serait certainement pas le cas. Tu penses que tu aurais eu plus de succès si tu étais parti aux États-Unis? C'est clair, parce que j'aurais eu plus d'opportunités. Tu sais, il y avait, c'était la mecque du cinéma mondial qui était là. Mais est-ce que les opportunités à Montréal sont pas venues aussi par manque de studios ici? Il y avait un trou à combler peut-être? Écoute, non, je pense pas. Il y a plusieurs choses c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont contribué à rebâtir la notoriété à Montréal. Puis, mais c'est un endroit stratégiquement bien placé, Montréal, pour l'industrie. Puis, moi, j'ai toujours trouvé que, étant un grand fan de la bande dessinée européenne, qu'on était très bien placé pour avoir la sensibilité européenne, artistique de la Belgique, de la France, et puis d'être une espèce de à mi-chemin entre les deux. Donc, il y avait certains avantages, mais tu sais, les opportunités à Los Angeles, c'était pas au même niveau, là. Donc tu t'aurais déménagé. Et est-ce qu'en termes de juste développement de business, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance? Ben, tu vois, un conseil, c'est. Moi par exemple, j'avais l'opportunité d'aller étudier à Sheridan College. Puis j'avais regardé le programme, j'avais regardé ce qu'ils faisaient au Festival d'Ottawa. Puis je trouvais que c'était en milieu. Écoute, c'était au début. C'était au début de Sheridan. Et je trouvais que tout ce qu'ils enseignaient, je le savais déjà. Alors, je trouvais que c'était une perte de temps pour moi. Mais en réalité, j'aurais pas perdu mon temps parce qu'il y a énormément de talents remarquables qui sont sortis de Sheridan College à cette époque-là. Et ça m'aurait mis en contact avec une communauté d'artistes de très haut niveau. Et ces amitiés-là perdurent à travers les années, puis ça fait des gens avec lesquels tu peux t'entraider, entre autres. Donc, ça aurait été sûrement. Ça aurait été différent. On ne sait jamais ce qui serait arrivé. On peut spéculer, mais si j'ai des conseils à donner, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de travailler d'arrache-pied, puis de ne pas essayer d'avoir des résultats instantanément, comme souvent c'est le cas chez des gens plus jeunes. On s'attend à avoir des résultats du jour au lendemain, mais c'est beaucoup de travail de développement, beaucoup de travail de persévérance et beaucoup de travail point. Et moi, j'étais quelqu'un de passionné, puis de driver, puis il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter dans cet élan-là. Puis souvent, je disais aux gens, c'est pas très excitant ce que je fais, mais à chaque jour, je pose une brique. Puis c'est pas excitant une brique, c'est une brique. Mais à chaque jour, j'en pose une. Puis après 365 jours, ben, j'ai un beau grand mur. Puis après 4 ans, j'ai 4 murs. Puis là, je suis en train de bâtir mon château tranquillement. Mais c'est un petit peu la base aussi, même si on n'a pas d'entreprise, le cinéma d'animation, quand tu animes, surtout en 2D, c'est comme tu fais quelques dessins par semaine pour quelques secondes. Oui, c'est très moi, lent. Je me souviens quand mes parents, mon père il me disait, mais là, aujourd'hui, cette semaine, tu as fait 1 seconde? Oui. Une semaine pour 1 seconde. Ah ouais, c'est de la folie. Tu sais, quand tu regardes, tu fais de la prise de vue réelle, c'est 1 seconde, c'est 1 seconde. Oui, bah oui. Il y a de la préparation Oui, avant. un petit peu quand même. Oui, il y a toute la préparation qui va avant, mais en animation, c'est 1 seconde, c'est des heures et des heures de travail. Mais par contre, quand on voit ça bouger à l'écran, il y a une magie, puis il y a une durée de vie qui n'est pas la même. Regarde, tu vois le film de Blanche-Neige.
encore aujourd'hui, qui était le premier film d'animation qui a été fait dans l'histoire du cinéma. De long métrage. De long métrage. Ouais. Long métrage d'animation, c'est ça. Ce film-là, aujourd'hui, tu le regardes encore, puis il n'a pas vieilli. Puis il y a encore il y a des choses d'époque, mais il y a une magie qui est là, qui ne vieillit pas. Et il y a eu combien de films de Blanche-Neige, hautement oubliables, des merdes sans nom qui ont été faites depuis. Je veux dire, il y a eu combien de versions? Tu sais, quand Walt Disney a fait Blanche-Neige, il y avait quelques versions qui avaient été faites par Hollywood. Il y en avait eu en fait 7, puis complètement, personne ne les connaît aujourd'hui. Mais le film de Blanche-Neige de 1936, tout le monde la connaît, cette version-là. Et puis, si je te demande de me citer les 7 versions qui ont été faites depuis, ou 7 ou 8, surtout dans les derniers 15 ans, c'est le nombre de versions de Blanche-Neige qui ont été faites, il n'y en a aucune qui ont eu un impact, aucune qui sont mémorables. Chacune d'elles, souvent, se retrouve à être une insulte à l'œuvre originale. Et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi perdre son temps à refaire cette œuvre-là qui était magistrale, puis qui était la seule œuvre, le seul Blanche-Neige qui existe est encore le Blanche-Neige original de Walt Disney. Ouais. C'est vrai. Donc au final, les entreprises, c'est comme l'animation, c'est brique par brique et seconde par seconde. Exact. Mais apparemment, ça prend en moyenne 5 ans avant de pouvoir se verser un salaire en entrepreneuriat, de manière générale, là. Pas forcément que pour les métiers créatifs. Je dirais, c'est variable du contexte, puis, mais c'est plutôt 3 ans, je dirais. Ouais. Les 3 premières Ça années. me va. Ça te va, ouais. C'est comme- Les 3 premières tu te verses au fur et à mesure. C'est pas 100% de. C'est pas zéro salaire nécessairement. Il y a des petites choses ici et là et tout. Mais les 3 premières années, j'ai bouffé de la vache enragée, comme on dit. Ouais. Ça a été très difficile. Mais après ça, ça débloque et puis ça continue et tout. Mais après un certain nombre d'années, comme je disais un peu plus tôt, tu retournes puis tu vois, t'as quelque chose, t'as bâti quelque chose qui reste dans le temps et ça, c'est merveilleux. Du coup, au tout début de la question d'avant, tu parlais des choses que tu referais différemment, donc notamment déménager à Los Angeles peut-être. Est-ce que tu verrais autre chose, même dans le reste de ta carrière, où tu as pris une décision? As-tu des regrets? C'est sûr qu'on a toujours des regrets, mais en même temps, j'aurais pas les belles choses que j'ai dans ma vie, personnellement, la famille que j'ai aujourd'hui, les enfants que j'ai aujourd'hui, qui fait en sorte que j'ai aucune idée de ce qu'aurait été ma vie là-bas. Ouais. J'aurais peut-être été malheureux comme une pierre, je sais pas, on ne sait pas. Mais c'est clair que les opportunités étaient plus là qu'ici, par contre. Oui, je comprends. Et est-ce que tu as une astuce ou un outil que tu as mis en place au début de ta carrière qui t'a aidé? Quelque chose, que ce soit production, budget? La détermination. Puis Est-ce que c'est un outil, mais c'est... il y a pas de recette magique. Ouais. Il n'y a pas de raccourci pour faire ce qu'on faisait, surtout à l'époque où tout était fait à la main et les cellos étaient peints à la main, tracés, trace gouache, filmés sous la caméra et tout. Il n'y avait pas de shortcut, là, ça n'existait pas. Donc, il n'y a pas une chose que je peux dire, ah oui, je vais sortir ça de mon oreille. Là. J'ai une recette magique pour sauver 2 ans de travail et tout. Non, il n'y en avait pas. Écoute, il y a des gens qui peut-être... aujourd'hui, il y a des outils qui existent en 3D et tout, qui peuvent te rendre meilleur et accélérer les choses. Il y a des outils comme les IA aussi, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Puis, c'était seulement la détermination, puis le travail, puis la persévérance qui était le secret pour réussir. Par contre, il y a des gens, comme dans toute chose, qui vont persévérer pendant longtemps, puis qui ne réussiront pas, puis il y en a d'autres qui arrivent au bon moment, au bon endroit. Une question de timing. Et puis, les choses se mettent en place, et puis les portes s'ouvrent et tout. Par contre, il y a une chose que je veux dire qui est très importante, puis ça, j'ai appris ça d'un type qui est un type qui a énormément réussi. Là. Puis le gars, c'était un type qui revenait du Vietnam, puis il venait d'une famille de col bleu, il avait aucun avenir devant lui. Puis aujourd'hui, il est milliardaire. Mais ce que lui a réussi à faire, c'est que il y avait
quelques moments dans sa vie, puis ça peut arriver dans la vie de n'importe qui, il y a quelques moments où une porte s'ouvre. Puis la plupart des gens vont pas passer à travers la porte en question. Je donne l'exemple, c'est un type qui s'appelle, voyons, j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir, mais il donnait un séminaire. Puis il avait commencé son séminaire en disant, il était devant une foule, peut-être 2000 personnes dans la salle, il dit, j'ai $100 US que je vais donner au premier qui va venir le prendre dans mes mains. Alors, 2000 personnes dans la salle, les personnes qui se levaient, puis il y a finalement un type qui est arrivé de façon un peu gênée, puis il est allé le prendre, puis il a donné, parfait, merci, au revoir. Puis là, tout le monde, il n'y avait aucune condition rattachée. Il le disait, il n'y a aucune condition rattachée, mais personne n'osait le faire. Puis après ça, j'en ai un autre. Là, il y avait 20 personnes qui sont arrivées. Puis là, il a donné une dizaine de billets de $100 facilement. Puis après ça, il a dit, vous avez remarqué une chose, que quand j'ai donné le billet la première fois, personne ne s'est levé. Mais c'était une opportunité que j'offrais sans condition. Et puis, il va y avoir des opportunités qui vont arriver dans votre vie. Puis, si vous ne la saisissez pas, vous passez à côté des choses très importantes. Dans son cas, lui, c'est une porte vraiment qui s'est ouverte, puis il ne savait pas s'il était capable ou quoi, mais il a saisi l'opportunité, puis il l'a fait. Puis ça a été un moment charnière dans sa vie, puis c'est ça qui a fait que ça a débouli sur énormément d'autres choses. Il ne faut pas avoir peur des fois. On se méfie beaucoup. Oser, Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air fou. Il ne faut pas être imbécile non plus, puis se lancer dans des conneries. Mais il y a des rares fois où les portes vont s'ouvrir, puis il faut le saisir. Et puis on parle beaucoup d'avoir de la chance, mais la chance, ça se provoque aussi. Je trouve que dans ton parcours, on le voit, le fan film de Mobius, puis après, t'es allé chercher tes opportunités aussi. Je pense que c'est important de provoquer sa chance. Les opportunités, c'est assez étrange, parce que les opportunités arrivent à ceux qui travaillent fort, puis qui y croient. Dans mon cas, puis les doutes, puis je vais citer un type qui s'appelle Tony Robbins. J'ai vu un de ses séminaires à un moment donné important de ma vie. Hein. Puis il dit, dans la vie, même quand on a des grands projets, on se bute tout le temps à des obstacles. Mm-hmm. Puis tout le monde va avoir à faire face à ces obstacles-là. Mais ces obstacles-là sont importants. Ils sont là pour une chose. Ils sont là pour te challenger, à savoir si tu veux réellement aller plus loin. Si tu veux réellement accomplir cette mission ou ce rêve ou cet objectif. Puis à partir du moment où tu n'as aucun doute dans ton cœur et dans ton esprit, tous les obstacles s'aplanissent. Vous allez voir ça, c'est instantané. Et c'est ce qui est arrivé à quelques reprises dans mon cas, c'est que quand on avait des obstacles, à partir du moment où tu as pris une décision puis tu vas de l'avant, il y a des choses qui se mettent en place, des occasions ou on peut appeler ça la chance, mais il y a des... Il faut un plan quand même. Il faut un plan et des objectifs et y aller, quoi. Oui, mais il y a soudainement des opportunités qui se présentent. Alors, c'est assez étonnant. OK. Est-ce que tu as gagné un Oscar avec le court-métrage Le vieil homme et la mer? Donc, c'est inspiré d'un livre d'Ernest Hemingway? Oui. Voilà. Donc, tu étais créatif producteur sur ce projet. Comment, avec le recul, un Oscar, ça a un impact sur ta carrière? Est-ce que c'est plus quelque chose qui va t'impacter du côté artistique ou aussi en termes de business développement? C'est quoi l'importance de ces prix-là dans une carrière? Ben, écoute, c'est une importance symbolique, c'est une importance financière, puis c'est une importance... c'est quoi l'autre chose que tu as dit? C'était en termes de développement de business. Oui, c'est une importance à tous les niveaux, mais dépendamment du marché dans lequel tu te trouves. Quand c'était, par exemple, au Québec, quand on a gagné l'Oscar, c'était très néfaste. Puis j'ai lu souvent des articles de gens qui avaient gagné des grands prix très prestigieux, des comédiens ou des réalisateurs et tout, qui ont dit que l'année qui a suivi l'obtention de ce prix-là, c'était le désert. C'était la pire année de leur carrière. Puis pour la simple et bonne raison que les gens s'imaginent qu'une fois que tu es rendu là, tu es inaccessible. Puis ils ne veulent pas te déranger pour leurs petits projets dans lesquels ils disent tu ne vas sûrement pas vouloir faire ça ou t'abaisser à faire ça et tout. Alors, les opportunités de travail qui normalement te viendraient, et soudainement, ils disparaissent. Alors, c'est assez néfaste. OK. Ça, c'est à Montréal. C'était notre expérience aussi.
Puis après, il fallait toujours éduquer les gens, dire non, non, on est ouvert pour la business, on veut faire de la business. Euh, Par contre, aux États-Unis, ça nous a donné l'opportunité de faire des projets qu'on n'aurait jamais été considérés et des projets extrêmement payants. Alors, on a eu une campagne qui est sortie de ça avec Coca-Cola. On était invité à pitcher, à faire un test pour McCann Erickson New York, et puis sur laquelle Passion Pictures à Londres pitchait et Lucasfilm pitchait. Et puis, on l'a fait avec Alexandre Petrov. Mhm. Et puis, on a remporté le pitch haut la main grâce à l'Oscar, beaucoup. Là, on venait de gagner l'Oscar et puis on a fait il faut dire que le pitch qu'on a fait était remarquable, mais c'était la première fois où le Père Noël était animé. La compagnie Coca-Cola s'était dit on a le plus gros asset, on a créé le Père Noël en 1933, puis ça n'a jamais été exploité à la télévision. Alors, on a fait la première campagne télévisée avec le Père Noël. Ça a été très payant. Puis on a fait des belles campagnes pour United Airlines et tout. On a fait plusieurs choses intéressantes aux États-Unis. Donc, l'Oscar a été très payant du côté américain, pas payant du côté montréalais. Mais pour la réputation, ça a été très positif. Ouais. Ouais. Non, la réputation, ça a aidé beaucoup la réputation. C'est sûr. Et donc, du coup, Oscar, prix. Et tu parlais beaucoup de festivals. Donc, tu as parlé de Annecy, du festival d'Ottawa. Aller au festival, c'est important en termes d'affaires ou pour la notoriété, rencontrer des gens, des contacts. Oui, surtout pour la notoriété, en fait, je dirais. Je me souviens pas d'avoir eu une business qui est issue d'une rencontre ou Parce que ça vaut de l'argent d'aller au festival. Ça coûte cher se déplacer et tout. Mais par contre, pour la notoriété, ça prend une présence à l'international et une présence continue et tout. Donc, c'est sûr que ça aide. Toute présence aide. Mais des fois, ça peut te mettre en contact avec des opportunités, effectivement. Mais aussi, ça t'ouvre les yeux à des opportunités qui peuvent exister avec lesquelles tu n'aurais pas été exposé si tu n'avais pas été là. Ou des fois, ça peut être des outils, ça peut être il y a beaucoup de choses qui sortent dans ces festivals-là, des démonstrations et tout. Mais ça te met en contact avec un réseau de gens avec lesquels tu peux développer des affaires par la suite. Donc, des fois, c'est pas directement le voyage comme tel, mais c'est Oui, c'est ce qui en découle. Ce qui en découle, c'est ça. C'est lequel, pour toi, si tu devais en choisir un seul, quel est le meilleur festival pour l'animation? Ben, pour moi, c'est Annecy, c'est clair. Mais j'ai jamais été à Cannes. Alors, il paraît que Ok. c'est tout un... Ben, c'est plus film. C'est plus film, c'est ça. Mais il y a aussi le Cartoon Connect à Bordeaux. Il y a toutes sortes de marchés comme ça. Et c'est clair que tous ces marchés-là doivent amener des opportunités variables. Ok. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as une ressource à recommander, que ce soit un jeu, un outil, un livre, un film? Moi, je suis un grand... premièrement, il faut toujours apprendre. Il faut constamment être en mode apprentissage, puis pas s'asseoir sur ses lauriers. Mais je suis un grand fan des livres. Je sais que les gens aujourd'hui sont moins portés vers la lecture. On regarde les choses en ligne et tout. Tu sais, j'ai 2 livres qui sont là. Mon premier livre que j'ai acheté, c'est un petit livre qui est celui qui est jaune, là, de Preston Blair. Puis Animation, je pense que ça s'appelle tout simplement. La lecture, il y a beaucoup plus dans les livres qu'on va trouver en ligne. On ne trouve pas tout en ligne. Ouais. Puis tout mon apprentissage, je l'ai pris dans les livres. Et les gens souvent se fient trop à des références, puis répéter ce qu'ils voient sur des références, aller chercher des références. Mais si j'enlève la possibilité d'avoir aucune référence, un bon animateur va être en mesure de faire une excellente performance sans même aucune référence. Puis ça, tu l'apprends seulement avec les notions fondamentales de la physique Beaucoup de pratique du aussi. mouvement. Oui, mais c'est surtout la compréhension de Physics in Motion, puis tout ce qui est enseigné aussi dans Illusion of Life, des livres comme... en tout cas, j'en ai tellement, j'ai une bibliothèque énorme mais on a pas mal de bouquins en commun, à chaque fois, je reconnais. Eric Goldberg, j'allais dire tout à l'heure. Il y a un exemple
que je cite souvent, c'est celui de Dan Haskett. Dan Haskett, c'est un animateur incroyable, un dessinateur incroyable avec lequel j'ai commencé à travailler il y a 20 ans environ. Puis, il était à New York à l'époque, il avait travaillé chez Disney. Il avait surtout étudié sous Erik Larson, qui était celui qui faisait le meilleur, disons, professeur pour la relève chez Disney des animateurs à l'époque, dans les années 70. Puis, lui avait étudié avec lui. Et Erik Larson, Dan Haskett, à un moment donné, j'apprends qu'il était disponible et tout, je l'appelle. C'était un moment de sa carrière où il avait besoin de travailler, puis je lui offre de travailler sur un commercial pour la France, c'était pour Coco Pops. Et puis, il disait, oui, je veux, il était très intéressé et tout. Je dis, OK, ben, je t'envoie une séquence par FedEx à New York, là, je t'envoie ça, tous les plans, les model sheets et tout. Puis j'ai dit, tu fais l'animation, tu me renvoies un QuickTime. Puis il dit, ben j'ai aucune façon de faire des tests. J'ai pas de line tester. Mais j'ai dit, ça fonctionnera pas, là, parce que s'il faut que je vois, puis je donne des notes, puis tu renvoies, puis si on fait ça par FedEx, back and forth, on n'arrivera jamais. Il dit, ben donne-moi une chance, envoie-moi la scène, puis on va voir, puis je te garantis, tu ne seras pas déçu. Écoute, notre relation a duré une quinzaine d'années. Chaque plan que je recevais était parfait. Parfait, du premier coup. Et je regardais ça, puis c'était... Même en regardant les dessins, on savait que c'était parfait. Puis on voyait en flippant les dessins, c'était incroyable. Il n'y a jamais eu de modification ou quoi que ce soit à son travail. Et ça, c'est la même chose que si j'enlevais la possibilité à tous les animateurs d'avoir le Play Blast sur leur appareil, puis je leur dis, votre scène doit être bonne du premier coup. Alors, ça n'existe pas le Play Blast. Vous n'avez plus le Play Blast. Vous avez une chance qu'elle soit faite, et puis c'est du premier coup. C'est impossible. Ça semble impossible, mais c'est pas impossible. C'est quand tu possèdes toutes les notions fondamentales de tout ce qu'on retrouve dans ces livres-là. Ben, c'est comme des livres de recettes, tu les connais à un moment donné, les recettes, et puis tu les appliques, et puis ça fait de toi un animateur. Il y a le livre de Richard Williams, je pense que tous les animateurs l'ont. Animation Survival, The Animator's Survival Kit. Qui prend bien les bases, et enfin, je trouve qu'il est très complet comme bouquin. Je préfère celui d'Eric Goldberg, par contre. Il est plus petit, plus simple, mais toutes les fondamentales sont là. Mais c'en est un très bon aussi. Richard Williams, c'est quelqu'un qui a relancé l'industrie de l'animation. C'est un monstre sacré de l'industrie. C'est un passionné qui avait son studio à Londres. J'avais été à Londres à un moment donné faire le tour de tous les studios d'animation. J'en ai compté 42 dans les années 90. Là. Quand même. Puis tous les gens que j'allais voir, c'était tous des ex de chez Richard Williams. Parce qu'après Roger Rabbit, il a fermé son studio. C'était tous des producteurs qui avaient travaillé là, des coordonnateurs de production. Le type qui est parti de Passion Pictures, c'était un coordonnateur de production chez Richard Williams et tout. Sur Roger Rabbit. Donc, il fait partie des fondations de ceux qui ont relancé l'industrie de l'animation. Ou l'art, pas l'industrie autant que l'art du film d'animation. Ouais, on mettra toutes les références dans la description. On va finir cet épisode sur ces bonnes recommandations. Merci beaucoup Pascal de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Et pour ton temps. Puis maintenant, on va aller luncher. Donc, vous vous retrouvez dans un prochain épisode avec Regino. Ce sera autour du thème du jeu vidéo, comme à chaque fois avec lui. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux Could Be Better Podcast. Tous les liens sont en description. Et puis, à la prochaine. Bye! Be Better Podcast.